Prenons un exemple tout simple, lancer une pièce de monnaie en l'air. Elle tourne, elle capte la lumière, et paf, elle tombe sur la table. Et là, on se dit souvent que le résultat, que ce soit pile ou face, c'est le pur fruit du hasard. Ouais, c'est l'exemple classique, hein. Une chance sur deux. On a vraiment l'impression d'observer le chaos imprévisible de l'univers en action à ce moment-là. C'est vrai, c'est l'intuition qu'on a tous. Mais si on s'arrête pour y réfléchir un peu plus profondément, est-ce que c'est vraiment du hasard? Justement, si on connaissait, je sais pas, la force exacte de la pichenette du pouce, le poids très précis de la pièce au milligramme près. La résistance de l'air dans la pièce aussi. Exactement, la résistance de l'air, l'angle de chute, la rugosité de la table. Si on avait toutes ces données, le résultat ne serait-il pas totalement, mathématiquement prévisible dès l'instant où la pièce quitte la main? C'est exactement l'essence de ce que beaucoup de penseurs considèrent comme une immense illusion. Ce qu'on appelle communément le hasard, c'est au fond juste la mesure de notre propre ignorance. Notre ignorance des paramètres, quoi. Voilà. Dès l'instant où une information nous manque, que ce soit la friction de l'air ou la force du lancer, on comble ce vide intellectuel avec cette idée assez vague de probabilité. En fait, la probabilité, c'est pas une propriété physique de la pièce de monnaie, c'est une propriété de notre esprit. C'est fou de voir les choses comme ça. Et c'est exactement ce qui motive notre analyse en profondeur d'aujourd'hui. On plonge dans une source absolument fascinante. Oh que oui, un texte majeur. Des extraits de l'essai philosophique sur les probabilités. C'est un texte qui a été publié en 1814 par le brillant mathématicien et astronome Pierre-Simon Laplace. Un génie de son époque. Totalement. L'objectif de notre discussion, pour les gens qui nous écoutent, c'est de voir comment ce texte du 19e siècle démontre que des aspects apparemment ultra chaotiques de notre vie, ça va de la justice au jeu d'argent, en passant par les miracles historiques ou même la naissance des enfants. Tout ça. Ouais, tout ça, c'est en réalité régi par des lois mathématiques implacables. Ok, décortiquons cela parce que y a une ironie monumentale ici qu'il faut adresser tout de suite. Je vois très bien de quoi tu parles. Oui, on va passer un long moment à parler de probabilité avec un auteur qui fondamentalement ne croyait absolument pas au hasard. C'est quand même paradoxal, non? C'est un paradoxe délicieux, c'est clair. Mais en fait, il faut bien comprendre que le texte de Laplace, c'est pas du tout un manuel de mathématiques aride avec juste des équations incompréhensibles. Heureusement pour nous, d'ailleurs. Ouais, heureusement. Ouais. C'est vraiment une philosophie de la connaissance. Ce que cette source offre, c'est un raccourci intellectuel majeur. C'est un outil mental pour mieux évaluer les risques au quotidien. Pour déchiffrer les foules aussi, non? Exactement, déchiffrer les comportements complexes et surtout déjouer les illusions que notre propre cerveau fabrique tout le temps pour se rassurer. C'est ce qui rend la lecture aussi captivante. Mais bon, puisque le point de départ de Laplace, c'est que le hasard n'existe pas, il me semble qu'il faut d'abord s'imprégner de sa vision de l'univers avant même de parler de calcul ou de statistiques. C'est la base, oui. S'il n'y a pas d'hasard, comment il perçoit la réalité, lui? Tout est écrit d'avance, genre le destin? C'est exactement ça. En fait, Laplace repose toute sa réflexion sur ce qu'il appelle le principe de raison suffisante. Le principe de raison suffisante, ça veut dire quoi en termes simples? Ça veut dire que rien, absolument rien, ne peut se produire sans une cause qui le produise. Rien n'apparaît par magie, de nulle part. Ok, logique. Et pour illustrer ça, il introduit une expérience de pensée qui donne un peu le vertige, honnêtement. Les philosophes l'ont appelé plus tard le démon de Laplace. Ah oui, j'ai déjà entendu ce terme. C'est quoi exactement ce démon? Imaginons une intelligence vaste, une sorte de conscience ultime qui, à une fraction de seconde précise, connaîtrait absolument toutes les forces qui animent la nature. Toutes les forces, genre la position de chaque atome? Oui, la position exacte, la masse, la vitesse de chaque particule dans l'univers entier, des galaxies jusqu'au moindre grain de poussière. Une sorte de super ordinateur cosmique en somme. C'est une super analogie. Et si cette intelligence était assez puissante pour analyser cette montagne infinie de données avec des mathématiques? Ce qui demanderait une puissance de calcul inimaginable. Totalement inimaginable pour nous. Mais pour cette entité, rien ne serait incertain. Le mouvement de la plus grosse planète obéirait à la même formule que la plus petite molécule d'air. Donc si je comprends bien, l'avenir comme le passé serait une évidence pour elle. Voilà, le passé et le futur seraient étalés devant ses yeux. Le temps, ce serait juste une variable basique dans une équation qu'elle a déjà résolue. J'adore cette image. En fait, c'est comme regarder un film hyper compliqué mais en mettant sur pause. Ouais, c'est ça. Si on avait accès au script entier, au passé très détaillé de chaque personnage, à toutes les notes de psychologie du réalisateur.
On saurait chaque rebondissement. Exactement, on saurait exactement comment le film se termine, scène par scène. Le suspense n'existerait plus du tout. Donc, si nous, les humains, on utilise les probabilités, c'est uniquement parce qu'on n'a pas le script complet. C'est l'idée, on est coincé. On est des simples spectateurs assis dans le noir dans la salle de cinéma, à essayer de deviner la fin en se basant sur les 2 ou 3 indices qu'on veut bien nous donner à l'écran. C'est une métaphore très pertinente. Le suspense, le hasard, c'est juste une création de notre propre ignorance du script. Et pour montrer comment la science fait reculer cette ignorance au fil du temps, la source mentionne un événement historique vraiment marquant. Ah oui, le passage de la comète. Oui, la fameuse comète de 1456. À l'époque, faut s'imaginer cette comète avec sa queue lumineuse immense qui traversait le ciel. Elle a littéralement terrifié l'Europe entière. J'imagine bien. Dans un monde sans télescope, sans les lois de la gravité, voir un énorme feu traverser le ciel, ça devait pas être perçu comme un simple bloc de glace spatial. Ah non, pas du tout. Les gens y voyaient la colère divine, clairement. Un présage de fin du monde, quoi. C'est ça, un signe annonciateur de chaos, de guerre, de terribles maladies. C'était le hasard dans ce qu'il a de plus terrifiant, parce qu'on lui prêtait une intention malveillante. Mais les choses ont changé après, non? Radicalement. La source raconte qu'un peu plus tard, avec les lois de la gravité universelle de Newton, la perception a basculé. Des astronomes, notamment Edmond Halley et Alexis Clairaut, ont fait un truc incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont assis à un bureau, ils ont utilisé des mathématiques très complexes pour calculer l'attraction de Jupiter, de l'attraction de Saturne sur cette comète. Juste avec du papier et un crayon. Ouais. Et ils ont pu prédire le retour exact de cette même comète terrifiante pour la fin de l'année 1758 ou tout début 1759. Et elle est revenue à l'heure pile. À l'heure près, ce qui pendant des siècles semblait de la magie pure, de la colère divine chaotique, c'est devenu un simple problème d'orbite totalement prévisible. La comète a juste suivi son rail mathématique. Indéniablement. C'est un changement de paradigme qui donne le vertige quand on y pense. L'univers n'est plus ce grand espace sombre et effrayant soumis aux caprices des dieux. C'est une horloge gigantesque en fait. Un mécanisme parfait, oui. Mais il y a un problème qui me vient en tête direct. Lequel ? Admettre que l'univers est une horloge parfaite, ça nous donne pas le manuel d'instruction pour autant. Nous, on n'est pas cette fameuse intelligence vaste. Non, on est loin du compte. Donc, si la probabilité, c'est juste le pansement qu'on met sur notre ignorance, comment on l'utilise concrètement pour prendre de vraies décisions face aux risques de la vraie vie? C'est la transition logique que fait Laplace dans son essai. L'analyse glisse de ce grand univers cosmique mécanique vers des trucs très triviaux, vers nos choix individuels. La vie de tous les jours. Voilà. Face à un futur qu'on ne peut pas calculer avec certitude parce qu'on est ignorant, comment on fait pour agir rationnellement? Et c'est là qu'il introduit une nuance cruciale entre la valeur mathématique d'un risque et sa valeur humaine, psychologique si tu veux. Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, en lisant cette partie de la source, j'ai limite voulu me disputer avec le texte. Ah bon? Pourquoi? Prenons un jeu d'argent ultra simple. Un pari parfait, statistiquement parlant. Disons qu'on me propose de jouer à pile ou face. J'ai une chance sur 2 de doubler mon argent, une chance sur 2 de tout perdre. D'accord, le jeu classique. Si on demande à une machine de calculer, elle va dire que l'espérance mathématique est neutre. C'est ni bon ni mauvais. C'est 0, oui. Alors pourquoi Laplace dit que c'est une idée complètement stupide de parier, genre la moitié des économies de toute sa vie sur ce tirage? Mathématiquement, 50% de chance de gagner 50 000 €, ça se tente, non? Ce qui est fascinant ici, c'est que Laplace déconstruit totalement cette idée d'une machine froide. En fait, il s'appuie sur les travaux d'un autre gars, Daniel Bernoulli, pour parler de l'espérance morale. L'espérance morale, pas mathématique. Exactement. L'erreur de ton ordinateur théorique, c'est de croire que la valeur absolue de l'argent corresponde à son utilité réelle dans la vie humaine. Comment ça? 1 euro, ça n'a absolument pas la même valeur pour tout le monde. La valeur d'une somme d'argent dépend de la fortune de la personne qui l'a dans la poche. Ah, je vois. 1 euro, c'est littéralement une question de survie pour quelqu'un qui est à la rue, mais c'est totalement invisible pour un milliardaire. C'est le principe du rendement décroissant en économie. L'euro du milliardaire, c'est juste une goutte d'eau de plus dans un océan. Mais quand ta bouteille est presque vide, chaque goutte vaut de l'or. C'est une excellente métaphore. Et pour le prouver mathématiquement, la source donne un exemple très précis. Imaginons un gars qui a une fortune totale de 100 francs. 100 francs, c'est tout ce qu'il a au monde. Voilà, tout son patrimoine. Il décide d'en risquer 50 à ton fameux jeu de pile ou face équitable.
S'il gagne, il monte à 150 francs. S'il perd, son patrimoine est coupé en deux, il tombe à 50. D'accord. Mathématiquement, l'espérance de ce pari, c'est 100 francs, sa position de départ. Mais psychologiquement et moralement, C'était un désastre absolu. un cataclysme. Parce que l'intensité de la joie que tu ressens en gagnant 50 francs en plus, ça compense pas du tout l'angoisse atroce de voir toute ta vie divisée par deux. Exactement. La perte fait beaucoup plus mal que le gain ne fait de bien. Et le calcul de Laplace va super loin. Il démontre que le simple fait de s'asseoir à la table de jeu, d'accepter ce pari, ça dévalue la valeur réelle de la personne. Avant même de lancer la pièce. Avant même que la pièce retombe, sa fortune physique, qui produirait un avantage moral équivalent à cette situation de stress énorme, elle chute à environ 87 francs. Attends, donc il perd 13 francs de valeur morale juste en acceptant l'angoisse du risque. C'est ça, le pari est mathématiquement juste, mais fondamentalement irrationnel et mauvais pour l'humain. C'est d'une modernité folle. On pense direct à la gestion de patrimoine d'aujourd'hui, au placement en bourse, ou même tout bêtement au concept d'assurance. On comprend direct pourquoi c'est idiot de mettre toutes ces économies dans une seule action hyper volatile. Complètement. D'ailleurs, la source fait un lien direct avec le monde maritime de l'époque, les navires marchands. Ah oui, l'exportation. C'est l'application directe de cette règle morale. À l'époque, envoyer un bateau plein de marchandises précieuses à l'autre bout du monde, c'était super risqué. Les tempêtes, les pirates, les récifs. Tu pouvais tout perdre en une nuit. Voilà. Si un marchand risque toute sa fortune sur un seul bateau et que le bateau coule, c'est la ruine totale, le désastre moral absolu. Donc la solution mathématique de Laplace, c'est quoi? Il dit qu'il vaut 1000 fois mieux pour ce marchand de diviser sa cargaison sur plusieurs bateaux différents. Ou encore mieux, de s'associer avec d'autres marchands. D'où la naissance des assurances mutuelles en fait. Au lieu de vivre dans la terreur d'un naufrage destructeur, tout le monde accepte de perdre une petite somme d'avance pour rembourser celui qui n'a pas eu de chance. C'est exactement ça le principe. En collectivisant le risque, tu transformes un drame total pour un seul gars en une toute petite perte, presque invisible, pour un grand groupe. La probabilité, ça dicte la solidarité financière. C'est brillant. Donc là, on voit très bien comment les probabilités aident un individu isolé à gérer sa peur de l'inconnu. Oui. Mais cette idée de groupe, ça m'amène à une autre question. Qu'est-ce qui se passe quand on arrête de regarder juste un seul gars qui a peur pour son argent et qu'on regarde des millions de gens d'un coup? C'est le changement d'échelle. Ouais, des millions de gens qui prennent des décisions dans leur coin, de façon isolée, apparemment au hasard. Est-ce que ce chaos individuel, il s'additionne pour faire un gigantesque chaos imprévisible? Eh bien, étonnamment, non. C'est l'inverse. Et c'est là que la loi des grands nombres entre en scène de façon spectaculaire. Le chaos des choix individuels fusionne pour créer une régularité globale incroyable. C'est contre-intuitif. Comment il prouve ça dans le texte? Il a regardé des données de masse de l'époque, les registres de naissance. La démographie, donc. Oui, il a analysé ça sur plusieurs années et il a trouvé une constante statistique qui défie l'intuition. C'est le ratio entre la naissance des garçons et des filles. En Europe, il a remarqué qu'il naissait toujours environ 22 garçons pour 21 filles. Toujours. C'est pas genre 22 une année, 15 l'année d'après? Non, non, c'est d'une stabilité dingue. La source précise même que le climat ou l'environnement ne change rien. Le chiffre est le même dans le froid de Saint-Pétersbourg ou sous le soleil de Naples. Partout pareil. Partout. Laplace écrivait à d'autres scientifiques et Alexander von Humboldt, un grand explorateur, lui a confirmé que ce même ratio se retrouvait aux Amériques sous les tropiques. Donc c'est plus une coïncidence là, c'est une loi de la nature qui sort du bruit de fond de millions de grossesses isolées. Exactement. Et c'est là que l'histoire prend un tournant, genre polar historique. Parce que Laplace, au milieu de ces tableaux de chiffres, il tombe sur une énorme anomalie. L'anomalie de Paris. Ouais, à Paris, et uniquement là-bas, entre 1745 et 1784, les chiffres ne collent pas du tout avec le reste de l'Europe. Le ratio passe à presque 25 garçons pour 24 filles. Ce qui est statistiquement impossible selon sa règle. Une proportion anormale de filles baptisées. Et lui, il se dit pas juste « Oh, bah, c'est le hasard ». Il a une confiance absolue en la loi des grands nombres. Si le chiffre dévie, il y a une cause humaine derrière. Et son instinct de détective avait raison. La cause qu'il découvre, elle n'est pas biologique, elle est profondément socio-économique et franchement assez triste. Oui, il comprend que les familles très pauvres des campagnes autour de Paris faisaient un calcul de survie atroce. Il gardait les garçons. C'est ça. Un garçon, c'était de la main-d'œuvre pour les champs. Donc, quand une famille pouvait pas nourrir un bébé de plus, elle abandonnait proportionnellement beaucoup plus de petites filles en les envoyant à l'hôpital des enfants trouvés de Paris. C'est terrible. Mais du coup,
D'un point de vue mathématique, une fois que Laplace retire ses orphelins des campagnes des statistiques de Paris intramuros, Magie. Le ratio naturel de 22 pour 21 réapparaît pile poil pour la population native de la ville. Ces chiffres froids cachaient un énorme drame social paysan. et si on prend un peu de recul là-dessus, cette capacité à trouver des vérités cachées dans les grandes populations, ça a donné aux politiciens un outil incroyable. À quel niveau? Recenser chaque habitant d'un pays immense comme la France à l'époque, c'était impossible. T'envoies des fonctionnaires partout, ça coûte une fortune, et quand ils ont fini, les premiers chiffres sont déjà obsolètes. Forcément, les gens meurent et naissent entre-temps. Donc Laplace a proposé une méthode super élégante. Puisque le ratio naissance sur population est constant, il a dit « Prenons un échantillon, Un sondage, en gros, avant l'heure. c'est l'ancêtre du sondage. On compte super précisément la population de quelques villes pilotes, on regarde les naissances là-bas pour avoir le ratio, et après on prend juste le nombre de naissances de tout le pays, ce qui est facile à avoir avec les églises. Et bim, règle de 3. Voilà, ils ont estimé la population de la France à environ 28,3 millions d'habitants. Et la cerise sur le gâteau, c'est que les probabilités disaient qu'il y avait 300 000 chances contre une de se tromper de plus d'un demi-million. C'est la naissance des statistiques gouvernementales. C'est juste fascinant de voir les grands nombres agir comme un filtre de vérité. Les caprices des individus s'effacent complètement. Mais j'ai envie d'inverser totalement la focale. Vas-y. C'est facile de trouver la vérité quand t'as des millions de données. Mais comment on fait face à une seule source, genre un témoin unique d'un événement historique, sans rien pour croiser les infos? La mathématique du témoignage. C'est là que ça devient très dur pour les historiens. Pourquoi? Laplace utilise une analogie. Il compare la transmission d'une histoire à travers le temps, d'une personne à l'autre, à de la lumière qui essaye de traverser plusieurs plaques de verre. Oh, je vois. Le classique jeu du téléphone arabe, mais vu par un matheux. C'est l'idée. Il dit, imaginons que chaque personne dans la chaîne est super honnête, avec genre 90% de chances de dire la vérité sans se tromper. C'est déjà un bon score. Oui. Mais la probabilité que l'info à la fin de la chaîne soit intacte, elle s'effondre de façon exponentielle à chaque relais. Chaque témoin rajoute une vitre teintée. Au début, c'est juste un peu flou, mais très vite, ça devient totalement illisible et déformé. L'analogie du verre est super parlante. Ça donne limite envie de douter de tous les livres d'histoire. Mais Laplace va plus loin dans le texte. Oui, sur les événements invraisemblables. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si le témoin, de première main et de bonne foi, jure avoir vu un truc physiquement impossible? Pour ça, il utilise une métaphore avec une urne. Imagine une urne géante avec 1 million de boules noires et une seule boule blanche. Ok, 1 million contre une. Quelqu'un tire une boule, la regarde en cachette, la remet dedans et mélange. Un deuxième témoin fait pareil, et là, les deux viennent te voir séparément et jurent avoir tiré la fameuse boule blanche. Instinctivement, s'ils sont deux à dire la même chose sans se parler, on a envie d'y croire. Et c'est le piège de notre cerveau. Laplace démontre que la combinaison physique nécessaire pour tirer cette seule boule blanche 2 fois de suite, elle est tellement infinitésimale Que c'est impossible. que c'est mathématiquement beaucoup plus probable que des humains, même réputés super fiables, se trompent, fassent une hallucination ou mentent. Face à un événement qui viole les probabilités à ce point, l'erreur humaine est toujours l'explication la plus probable. Donc plus le fait rapporté est dingue, plus la chance que le témoin raconte n'importe quoi explose. Et pour les gens qui nous écoutent, c'est important de dire que Laplace appliquait cette logique glaciale à des sujets très sensibles de son époque, les miracles notamment. Oui, on précise qu'on ne prend pas position sur la théologie ici, on analyse juste sa méthode. Tout à fait. Et la source cite un cas très célèbre en France, celui de la nièce du philosophe Blaise Pascal. Marguerite Perrier, oui. Elle avait une grave maladie à l'œil, une fistule, et selon l'histoire, elle aurait été guérie instantanément à l'abbaye de Port-Royal, juste en étant touchée par une relique divine. Une épine de la couronne du Christ, je crois. C'est ça. À l'époque, la cour du roi, les médecins, l'écrivain Racine, tout le monde crie au miracle absolu. Les témoins semblent inattaquables. Mais Laplace débarque, avec sa calculette. Et il est implacable. Face à une suspension brutale des lois biologiques, il calcule que la probabilité d'une erreur de diagnostic au début, ou d'une guérison naturelle super rare, ou même d'une supercherie pour protéger l'abbaye, Tout ça est plus probable. c'est infiniment plus probable mathématiquement qu'une loi divine qui viendrait court-circuiter la physique de l'univers. Le texte s'attaque même directement au fameux pari de Pascal. Cette idée hyper connue qui dit que, face au doute, t'as tout intérêt à parier sur l'existence de Dieu, parce que ta mise de départ est faible, juste bien te comporter sur Terre, mais le gain potentiel est infini, le paradis éternel.
C'est un argument redoutable qui a convaincu plein de gens. Bah oui, mathématiquement, si tu multiplies une probabilité même minuscule par un gain infini, le résultat reste énorme. Sauf que Laplace démolit ça avec les propres armes de Pascal. Il l'attaque pas sur la religion, il l'attaque sur l'évaluation du témoignage. Comment ça? Ceux qui promettent cette vie éternelle, ce sont des témoins humains, des textes, des prophètes. Or, les probabilités disent qu'une promesse doit garder une certaine proportionnalité avec le réel pour être crédible. Ah, je vois où ils vont en venir. C'est brillant comme contre-argument. En gros, si un inconnu dans la rue me promet 10 balles pour l'aider, j'y crois. S'il me promet 1 milliard d'euros, la promesse est tellement démesurée que la certitude de l'arnaque monte à 100%. Exactement. Le gain infini de Pascal est annulé instantanément par la probabilité nulle que la promesse soit vraie. C'est vraiment la base de l'esprit critique moderne. Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. C'est une hygiène mentale indispensable aujourd'hui avec toutes les fausses infos sur les réseaux. Un filtre anti-crédulité essentiel parce que notre cerveau adore s'émerveiller de l'impossible en oubliant la logique. Ok, donc on sait comment détricoter un témoignage isolé. Mais la dernière partie de notre analyse pose une autre question. Qu'est-ce qui se passe quand on regroupe plusieurs citoyens dans une pièce fermée et qu'on leur demande de se mettre d'accord sur la vie ou la mort d'un accusé? L'application des probabilités aux tribunaux. Alors qu'est-ce que tout cela signifiait pour la justice? Parce que, j'avoue, j'ai dû relire un passage de la source plusieurs fois. Le paradoxe est hyper troublant. Vas-y, explique-le. Laplace semble prouver qu'un très grand tribunal avec beaucoup de juges peut être statistiquement beaucoup plus dangereux pour un accusé innocent qu'un tout petit jury de quelques personnes, à condition que la marge de voix pour condamner reste la même. Oui. Ça m'a retourné le cerveau. Intuitivement, on se dit que s'il y a plus de juges, on dilue les erreurs individuelles, donc la décision finale est plus sûre. Pourquoi c'est faux? C'est le génie du théorème du jury de Condorcet, repris par Laplace. Il prouve que la justice, c'est pas qu'une question de bonne volonté, c'est une architecture mathématique. Et la marge d'erreur? Justement, imaginons un tribunal qui exige une majorité de, disons, 12 voix d'écart pour envoyer un homme en prison. 12 voix d'avance, ça semble être un bon matelas de sécurité. C'est l'intuition trompeuse. Laplace prend un premier cas, un tribunal massif de 212 juges. À la fin, 112 votes coupables et 100 votes innocents. T'as bien tes 12 voix d'écart. Donc le gars est condamné. Oui, mais Laplace calcule que dans cette configuration précise, la probabilité que le tribunal vienne de condamner un innocent est de 1 sur 5. Attends, quoi? Une probabilité d'erreur de 20%. Une chance sur 5 de ruiner la vie d'un innocent, alors qu'on a la bonne majorité. Oui, et la mathématique l'explique très bien, elle regarde pas juste la marge de 12 voix, elle regarde le volume des dissidents. Les 100 personnes qui ont voté innocent. C'est ça, 100 juges différents qui ont vu les mêmes preuves, ont décidé que ce gars méritait d'être libre. C'est la preuve mathématique hurlante que le dossier est hyper fragile. Il y a un doute raisonnable énorme. Ah, je commence à capter. Le fait qu'il y en ait 112 en face, ça efface pas la réalité de ces sans doute massifs. Exactement. Et maintenant, prends son deuxième cas. Un tout petit jury de 12 personnes, mais la loi exige l'unanimité. Donc 12-0. 12 pour la condamnation, 0 pour l'acquittement. La marge est toujours de 12 voix d'écart, pareil qu'avant. Sauf que là, il y a 0 voix dissidente. Et là, la formule s'inverse. L'unanimité, même sur un petit panel, ça veut dire que la preuve était tellement écrasante qu'elle a balayé le doute de tous les cerveaux présents dans la pièce. Dans ce cas-là, la probabilité d'erreur chute à 1 sur 892. Ah ouais, la différence est sidérante. C'est une révélation énorme. Et Laplace a milité pour ça à la fin de sa vie, pour dire que l'ignorance de ces règles de probabilité avait causé des tragédies judiciaires pendant des siècles. Ça démontre de façon implacable que le design de nos institutions, les lois, les votes au Parlement, ça ne doit pas reposer sur des traditions ou de vagues intuitions, mais sur des mathématiques pour protéger les gens. Un mauvais algorithme crée de l'injustice mécanique, oui. C'est fou de se dire qu'on a commencé cette exploration en regardant vers le ciel pour comprendre la trajectoire d'une comète et qu'on la termine en observant les failles mathématiques de nos tribunaux. C'est toute la beauté de l'œuvre de Laplace. Grave. Qu'on regarde le cosmos, les orphelinats de Paris, un parieur au casino ou un jury, la réalité laisse toujours une empreinte mathématique. La probabilité, c'est pas juste pour jouer au poker, c'est vraiment la grammaire avec laquelle l'humanité essaie de lire l'univers, malgré son ignorance. C'est un très beau résumé. Et d'ailleurs, pour clore cette réflexion, cette idée de grammaire de l'univers nous ramène au tout début de notre échange.
au démon de Laplace. Voilà, à l'intelligence vaste. Si on accepte ces calculs, si l'univers est vraiment une chaîne déterministe ininterrompue depuis le Big Bang, où chaque atome suit son rail, ça pose une question vertigineuse. Laquelle? Les probabilités nous aident à rationaliser nos choix, on l'a vu. Mais si le script est déjà écrit, le simple fait que les gens qui nous écoutent soient là, en ce moment précis, à entendre mes paroles exactes, et les pensées très spécifiques qui se forment dans leur tête là maintenant, est-ce que tout ça n'était pas déjà mathématiquement inévitable il y a des milliards d'années? On calcule nos risques pour faire des choix, mais selon la place, la notion même de libre arbitre, ça pourrait bien être la plus belle et la plus incontournable de nos illusions statistiques.